pas porter le foulard et la France a l'impression qu'il faut qu'elle défende ces jeunes filles qui subissent des pressions par les garçons en interdisant le foulard. Alors, vous savez que l'article 9.2 de la Convention européenne des droits de l'homme permet aux États européens de limiter la liberté de manifester sa religion lorsque le comportement religieux entrave l'ordre public et la liberté de conscience des autres. La France va être la première à utiliser cette loi, le pays européen, dans ces cas-là, doit faire une loi en montrant qu'il a respecté ces deux conditions. Il va y avoir une fameuse commission et les professeurs vont dire le foulard entrave l'ordre public de l'école parce que les filles voilées ne veulent pas aller à la piscine et ne veulent pas suivre les cours de sciences naturelles, et il y a entrave à la liberté de conscience des autres filles, puisque à cause du foulard, les garçons font pression sur ces filles non voilées. Évidemment, aucun travail pédagogique n'est fait sur les garçons pour leur expliquer qu'ils n'ont pas le droit, même à tout niveau, d'imposer le foulard à une fille, et on décide d'interdire tous les signes religieux à l'école. Pour moi, c'est pas tant la loi qui provoque encore une spécificité en France, mais c'est les débats qui tournent autour de la loi. J'ai l'impression qu'il y a c'est mal expliqué. Cette loi est mal expliquée et il y a deux effets pervers. Au lieu de protéger les filles, finalement, au lieu disons que ça donne le sentiment de stigmatisation aux musulmans de façon très forte, ça sacralise le foulard, c'est-à-dire que les filles ont l'impression qu'on attaque leur religion et du coup, ça devient le symbole de l'islam. Et les jeunes, surtout à l'adolescence, vont plutôt essayer de remettre leur foulard pour montrer qu'elles défendent l'islam, donc être encore plus visibles quand elles sortent de l'école, et le foulard va devenir le symbole de la défense de l'islam qui se sont attaqués. Et de l'autre côté, l'autre effet pervers, c'est que l'ensemble des Français va vivre cette loi comme la preuve que quelqu'un qui montre sa religion, quelqu'un qui ne cache pas son islam, eh bien, au fond, c'est qu'il est contre la République, c'est qu'il est même contre les valeurs de la République. Et alors là, on voit des dysfonctionnements qui arrivent les uns après les autres. Il y a des filles voilées qui sont refusées dans les halls des mairies, des filles voilées qui sont refusées dans les halls des préfectures, alors contre la loi française qui permet à tout citoyen de montrer sa religion. Et bien là, quand elles ont un foulard, elles sont évacuées des lieux publics. Il y a carrément des docteurs qui mettent dehors des filles voilées de leur salle d'attente, donc des discriminations pures et simples. Il y a carrément des agressions de filles voilées dans la rue. Et tout ça, ma foi, est un peu banalisé parce que finalement, tout le monde pense qu'il faut vraiment cacher sa religion. Petit à petit, le grand public est persuadé de ça. Au-delà des comportements discriminatoires qui sont contre la loi française, on voit bien là que la loi est prévue pour accepter tout citoyen, quelle que soit sa religion ou sa non-religion, et que l'application de la loi provoque par contre un traitement différent sur la question des musulmans. Et non seulement il y a ces dysfonctionnements, mais on définit ces filles sans leur demander leur avis, on les assigne à des définitions qui ne sont pas les leurs. Elles ont beau dire le foulard ne symbolise pas la soumission à l'homme, le foulard n'est pas du prosélytisme, le foulard n'est pas un signe qu'on est islamiste. Elles sont perçues comme des islamistes ou comme des filles soumises ou comme vraiment des filles battues par leur père et leurs frères et leurs maris, et on ne s'en sort pas. Bien sûr, il y a une série de laïcité à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on a quand même des ministres qui, dans des discours politiques, disent « je me battrai pour que les juifs puissent porter la kippa librement », et 3 mois plus tard, officiellement à la télévision, qui disent « je me battrai pour qu'il n'y ait plus une seule fille voilée ». Donc, les annonces pour, évidemment, empêcher les femmes de se voiler dans la rue, à l'université, des annonces qui ne respectent pas la loi, ni la loi européenne, ni la loi française, ne font que se succéder. Et vous imaginez bien que, du coup,
quand Daesh commence à planter son drapeau et qu'il a besoin de faire croire aux jeunes qu'il y a un complot contre l'islam et que en fait on ne traite pas les musulmans de la même façon et qu'il veut dire aux jeunes Français on vous fait croire que votre pays est laïque mais en vérité ils n'accepteront jamais que vous soyez à la fois français et musulmans. Vous vous doutez bien que ça a été très facile pour les recruteurs de Daesh et que cela explique que la France ait été en haut du hit parade. Je vous rappelle quand même les chiffres. 2014, 14 000 parents, 14 000 familles appellent le numéro vert tenu par la police pour dire « je pense que mon enfant est en train de discuter avec des djihadistes par Internet », enfin des djihadistes, entre guillemets, des gens qui se prétendent djihadistes par Internet. 2015, ça monte à 18 000 appels. Vous savez, une famille qui appelle… Je m'excuse, 3 minutes. Ah bon, c'est plus 20 minutes alors. Donc, évidemment, ça va provoquer des dysfonctionnements. La preuve, alors, bon, du coup, je suis un peu déstabilisée, j'avais prévu pour 20 minutes. Bien sûr, on est dans quelque chose qui a déjà été dit, c'est-à-dire que les discours politiques, en croyant combattre l'intégrisme, valident finalement l'interprétation des djihadistes et les jeunes se retrouvent coincés entre un choix à faire, un débat qui est posé binaire comme est-ce que tu choisis l'islam, est-ce que tu choisis la démocratie. Bien sûr, moi, quand je suis missionnée par le ministre de l'Intérieur pour m'occuper des premiers djihadistes, j'organise des indicateurs qui sont basés non pas sur la pratique musulmane, mais sur la rupture sociale, puisque le discours de Daesh essaye de couper le jeune de tout interlocuteur, y compris de son imam. Ce n'est pas la preuve que le jeune va devenir adhérer à Daesh, ce n'est pas le fait qu'il va à la mosquée. C'est par exemple le fait qu'il arrête d'aller à la mosquée brutalement alors qu'il avait l'habitude d'y aller, parce que justement le discours de Daesh va lui dire tu ne peux pas prier derrière cet imam qui paye des impôts dans un pays qui fait des lois humaines, qui fait de la démocratie. Donc c'est l'arrêt de la prière qui est un indicateur, par exemple, puisqu'on a construit 45 indicateurs, c'est l'arrêt d'aller à la prière, c'est le refus de parler à ses parents en disant que ses parents sont des mécréants quand ils ne sont pas alliés à Daesh, c'est la rupture avec les anciens amis, c'est tous des indicateurs comme ça concrets qui va faire qu'on voit que le jeune a changé sa vision du monde et qu'il pense qu'aller à l'école, c'est faire du shirk, que regarder une simple image, c'est faire du shirk, que évidemment vivre tout simplement dans un pays qui fait des lois humaines, c'est faire du shirk. Et c'est bien entendu ces signes de rupture qui vont permettre de faire de la prévention et non pas de traquer les musulmans. Or, quand vous discutez avec la police en France, nous en sommes encore à une situation où les politiques leur demandent de ficher les musulmans qui inscrivent leurs enfants en cours de Coran pour la mosquée, continuons à penser que poser des bombes, ça revient à être un produit de l'islam au pied de la lettre, c'est-à-dire c'est être très pratiquant. Donc il y a cet amalgame. La preuve, c'est quand même qu'on appelle les musulmans qui ne posent pas de bombes des musulmans modérés, comme s'il fallait être un tout petit peu musulman pour ne pas poser de bombes, et comme si les djihadistes, enfin en tout cas ceux qui se disent djihadistes et qui travaillent pour Daesh, étaient très très musulmans au pied de la lettre. Donc on est dans ce contexte-là. Je tiens quand même à dire que les intellectuels qui ne présentent pas l'islam comme une religion par essence violente et archaïque sont décrédibilisés, sont délégitimés. Moi, on m'a demandé de mentir sur les chiffres. J'ai prouvé, et c'est dans les rapports de l'opposition maintenant, que 41% des jeunes engagés par Daesh n'étaient pas de familles musulmanes, étaient de familles chrétiennes, de familles athées, même de familles juives. Et pourtant, ils ont été embrigadés. Ça montre que ce n'est pas un produit de l'islam. Mais pour des raisons politiques, par exemple, Manuel Valls a voulu rassurer les Français en disant non, 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 c'est un problème d'islam, c'est un problème d'arabe, c'est un problème d'intégration pour pouvoir être élu. Et bien sûr, il a alimenté le discours de Daesh qui crie évidemment à la discrimination et à la stigmatisation. Du coup, j'ai aussi voulu travailler avec des repentis et des imams parce que qui de mieux
que des musulmans, à la fois dans la démocratie et humanistes et musulmans, peuvent montrer aux jeunes les promesses mensongères de Daesh. Qui peut mieux qu'un repenti qui rentre de Daesh, qui a vu Daesh dans les yeux, peut dire à un jeune, il n'y a pas d'humanitaire chez Daesh, il n'y a pas de fraternité chez Daesh, il n'y a même pas d'islam chez Daesh. Qui peut mieux que les repentis dire ça? Donc, j'ai aussi eu ce conflit avec le gouvernement et ça fait partie de la raison pour laquelle j'ai été complètement rejetée et délégitimée. C'est parce qu'on ne peut pas travailler ce problème sans les musulmans, sans les familles qui sont elles-mêmes rejetées par les enfants, parce que Daesh va provoquer la rupture familiale pour éviter, pour que finalement le jeune investisse Daesh comme un nouveau groupe de substitution familiale. Donc, on ne peut pas travailler le problème de l'embrigadement comme si c'était des délinquants, comme s'il suffisait de leur trouver du travail. Il faut aussi travailler cette idéologie et ça ne peut se faire qu'avec les repentis, ceux qui ont vu Daesh dans les yeux et les mensonges de Daesh. Ça peut se faire qu'avec les familles qui sont des musulmans et qui ont toute l'histoire et la connaissance de l'islam et qui ont des repères sur l'islam et pas des trous de mémoire comme les jeunes. Et puis, ça peut se faire qu'avec les imams qui savent que être musulman, ce n'est pas incompatible avec le fait de vivre dans un pays démocratique. Je vous remercie. Merci, Madame Bozard. On prépare, vraiment, vous avez donné quelque chose de précieux, surtout cette information, ce demande officielle de falsification des données, etc. Je pense que Manuel Valls, c'est une référence de falsification de l'histoire des principes politiques, etc. En préparant ce colloque, mon ami Bassem Tikrab, qui m'a aidé beaucoup pour préparer ce colloque, il m'a conseillé de ne pas tomber dans le piège de la francisation oui. de questions. Mais je pense que avoir une idée sur ce qui est en train de passer en France, c'est très important pour nous, hein, surtout avec l'échange attractif entre la France et la Suisse. Merci, Madame Bozard. On revient vers vous avec les discussions. J'aimerais bien céder la parole maintenant à mon professeur, mon cher professeur à la faculté de droit et sciences politiques, professeur Hatem Ben Selm, professeur Hatem Ben Selm, ancien ministre de l'Éducation, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien diplomate, ancien vice-président de la Cour africaine des droits de l'homme, enseignant de droit, formateur international en droit de l'homme dans le cadre de l'Institut arabe des droits de l'homme, etc., avec beaucoup d'activités, surtout au niveau des études stratégiques, etc. Soyez le bienvenu, monsieur le professeur Hatem Ben Selm. C'est à vous, sachant que notre président Farhat Afshahar, il est exigeant aujourd'hui avec moi sur la gestion de timing. C'est à vous pendant 20 minutes pour essayer de nous parler sur votre point de vue. C'est à vous, professeur. Très bien, merci beaucoup Abdeljalil. Merci d'abord aux organisateurs pour cette invitation. Je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir participer à un débat, un colloque ayant pour thématique les musulmans d'Occident, même si je reste quand même très sceptique, très réticent à l'utilisation de cette dichotomie islam-Occident-Orient. Mais je suis très heureux que l'on pose des questions de la façon dont Madame Bozard les a posées. J'adhère totalement à ce qu'elle a fait comme analyse, particulièrement en ce qui concerne la France. Je sais que c'est focalisé sur la France, c'est pour cela que je vais essayer à mon tour de faire en sorte que ce dont je vais parler, c'est d'abord notre vision à nous, notre point de vue à nous musulmans, de l'autre rive, c'est-à-dire en fait de l'Orient. Même comme je l'ai dit, je ne souhaite pas utiliser ce genre de métaphore. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est que nos compatriotes